Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Moyen-Âge. Alors je me suis dit, puisqu'on a fini Charles VI, on va entamer la biographie d'un autre roi. Et cette fois-ci, je vais prendre un roi qui a vécu à la fin du XIIIe siècle. Un grand roi. Néanmoins, un roi qui ne fait pas vraiment l'unanimité. Parce que c'est celui qui a été à l'origine de l'affaire du procès des Templiers. Et dans le monde médiéval, on aime bien les Templiers. Et pourtant, ce roi a fait énormément de choses pour la constitution d'une France moderne, d'un État centralisateur et fort. Ce roi, c'est Philippe le Bel. Et on en parle après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Baillant Taillefer, forgeron et historien à 16 heures ou le contraire. Alors aujourd'hui, on démarre la vie de Philippe IV, des Capétiens directs. Mais avant de commencer de parler de Philippe le Bel, pensez à vous abonner. C'est très important pour l'avenir de la chaîne. Philippe IV est né en 1268. Son père était Philippe III le Hardi et sa mère Isabelle d'Aragon. Et son grand-père, le fameux Louis IX, qui va devenir Saint-Louis. Malheureusement pour le pauvre petit, il a à peine 3 ans, en 1271, quand sa mère se tue à cheval. Quelque temps après, son père va se remarier avec une certaine Marie de Brabant. Une femme extraordinairement belle et qui a à peine une vingtaine d'années. Lui en a une trentaine. Alors le problème de Philippe III, le père de notre Philippe le Bel, c'est qu'il est très pieux, mais malheureusement il n'est pas très intelligent. Et surtout il est extrêmement manipulable. Et sa femme qui est si belle va créer une espèce de clan des Brabançons à la cour de France. Et ça va discuter, ça va manipuler, ça va courtiser. Tant et si bien qu'il va se passer un drame à la cour de France. En effet, la jeune reine, Marie de Brabant, a un fils. Tandis que du premier lit de la défunte Isabelle d'Aragon, il y a encore 3 fils. Le premier c'est Louis, destiné à être roi de France. Le second c'est Philippe, notre Philippe le Bel. Et le troisième c'est un Robert. Et alors que Philippe a à peine 8 ans, en 1276, Louis et Robert vont mourir de façon mystérieuse. Alors, on va dire, on va cancaner. La reine n'aurait-elle pas planifié l'empoisonnement du futur roi de France, Louis, et de son frère Robert? Pas de bol, elle a raté Philippe. Alors ce ne sont que des cancans. Néanmoins, Philippe va vivre à partir de ses 8 ans dans une atmosphère de suspicion. En effet, sa belle-mère n'est-elle pas l'instrument de la mort de ses 2 frères? Notre pauvre Philippe, qui n'a plus de mère, ne peut compter sur sa belle-mère. Il ne peut compter non plus sur son père, qui est un personnage falot, pusillanime, assez faible d'esprit, limite crétin, et qui se fait manipuler dans tous les sens par ses proches. Alors Philippe va se construire par rapport à 2 figures. La figure de son grand-père, qui est mort alors qu'il avait 2 ans, le futur Saint-Louis, dont va commencer le procès en béatification. C'est-à-dire que le pape va ordonner une enquête pour vérifier que le roi Louis IX est bien digne d'être béatifié, d'être sanctifié, de devenir un saint. Alors dans son entourage, on ne parle que de Louis IX. Ce personnage très pieux, très droit, très intelligent, un roi guerrier qui a fait 2 croisades, la malheureuse croisade d'Alexandrie et la malheureuse croisade de Tunis, dont il ne sortira pas vivant. C'est cette espèce de père fantasmé qui va devenir la figure tutélaire de notre Philippe. Et sa grand-mère, qui est encore vivante, Marguerite de Provence, qui a une petite 60aine d'années, va devenir son référent féminin. À savoir que les relations sont très compliquées entre l'austère et la pieuse Marguerite de Provence et la frivole, jeune et jolie Marie de Brabant. Le conflit habituel entre belle-mère et belle-fille. Sauf que là, c'est la belle-fille du second mariage. Et Philippe va connaître parmi tous les grands professeurs qui vont façonner son intellect et sa culture, un grand théologien, un grand maître. C'est Gilles de Rome. Gilles de Rome a été un élève de saint Thomas d'Aquin, le grand saint Thomas d'Aquin, qui a réussi à ramener la raison et la culture de l'Antiquité, notamment des Grecs et d'Aristote, dans le monde chrétien occidental. Alors ce Gilles de Rome va écrire un livre, un traité,
à l'usage des princes. Et ce traité va devenir quasiment le livre de chevet de Philippe. Il va lui enseigner tout ce qu'un grand roi doit être. Un grand roi doit être le sergent de Dieu. On ne dit pas encore lieutenant à ce moment-là. Il doit être pieux, mais il doit aussi être un homme de raison. Il doit être un homme d'intelligence qui ne se laisse pas entraîner uniquement par sa piété, comme l'a été son père, Philippe III le Hardi. Et le roi de France, c'est aussi la loi incarnée. Et là, on retrouve Aristote, on retrouve la pensée d'Aristote, qui avait en son temps façonné l'esprit du grand Alexandre. Alors le roi, c'est lui qui fait la loi dans son royaume. Et il fait la loi par rapport au commandement divin, par rapport à Dieu. Néanmoins, devant le roi, tous doivent plier. Et effectivement, Philippe, qui a beaucoup de caractère, mais qui reste très silencieux, à tel point qu'on dira de lui, ce n'est ni un homme ni une bête, c'est une statue. Philippe le Bel, donc, va incarner le droit et il va l'utiliser au mieux des intérêts du royaume, parfois en manipulant les gens. Et on retrouve là tous les traits de caractère de Philippe. Philippe est pieux, il ne trompera jamais sa femme. Il est cultivé, il est intelligent, il respecte la loi, puisque c'est lui qui l'incarne, c'est lui qui l'a fait fabriquer, c'est lui qui l'institue. Et Philippe, d'après son maître Gilles de Rome, devra toujours conserver la raison et ne pas être excessif, ne pas être conduit par ses émotions. Aussi restera-t-il toujours silencieux par rapport à ses vis-à-vis, par rapport à ses amis ou à ses ennemis. Il ne dira presque rien, il écoutera, et il en tirera des conséquences, il en tirera des conclusions, et qui seront souvent fatales pour ses ennemis. On le verra notamment avec les frères Donné, avec les Templiers, avec les Flamands, et avec le futur pape Boniface VIII. Mais ceci est une autre histoire. Alors ici derrière moi, Philippe le Bel, l'un de mes rois préférés, un roi centralisateur. Bon, je sais, vous allez me dire, Philippe le Bel, c'est le massacre des Templiers, c'est le bûcher, on est d'accord. Néanmoins, il a fait de grandes choses pour la France. Philippe le Bel, avec son père Philippe III le Hardi, le fils de Saint-Louis, celui dont on disait qu'il était un âne couronné. Philippe III le Hardi n'a pas suivi de grandes études, ou plutôt il a éclipsé ses études avec ses précepteurs. Et donc, il est illitteratus, c'est-à-dire illettré, il ne sait pas lire le latin. Et à l'époque, on disait illitteratus rex como asinum coronarum. Le roi illettré est comme un âne couronné. Donc voilà pour Philippe III le Hardi, qui partit dans une campagne complètement stupide en Catalogne et qui subit de graves revers militaires avant de mourir d'une épidémie. À noter que Saint-Louis, le père de Philippe III le Hardi, est mort d'une épidémie en Tunisie lors du siège de Carthage en 1270. Philippe III le Hardi est mort en 1285 suite à une bataille et à un siège en Catalogne. Et souvenons-nous que Louis VIII, le père de Saint-Louis, est mort, lui, à Montpensier, après le siège d'Avignon. Donc nous avons 3 générations de rois. Louis VIII le Lion, Louis IX dit Saint-Louis et Philippe III le Hardi, le grand-père, le père et le fils, qui sont tous les 3 morts de maladies, d'épidémies lors d'une campagne militaire. Philippe III le Hardi est mort le 5 octobre 1285, alors qu'il s'en revenait de sa désastreuse opération militaire en Aragon, dans le nord de l'Espagne. Philippe IV, qui a à cette époque-là 16 ans, et qui déjà peut faire valoir sa voix au conseil du roi, est complètement opposé à cette opération militaire, qui est trop hasardeuse et beaucoup trop coûteuse. Et il aura raison, puisque son père va y laisser sa vie en passant par Perpignan pour revenir à Paris. Le premier chantier de Philippe, ce sera d'en terminer avec cette guerre stupide en Aragon, de faire la paix. Son second chantier, ce sera d'organiser une paix armée avec son grand rival, le roi d'Angleterre, Édouard Ier, dit le Sec. Et son troisième chantier, ce sera de faire respecter la loi et la volonté royale par rapport aux évêques et par rapport au pape. Mais nous verrons cela dans le prochain épisode. Alors j'espère que ce nouvel épisode consacré à Philippe le Bel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. J'ai toujours besoin de vous. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme vous le savez, l'histoire,
C'est toi qui l'as fait. Playing with my mind, gotta get out of here tonight.